Bonjour Ophélie, Bonjour Lila Louise. merci beaucoup d'accepter de témoigner sur ton expérience dans la formation Développer sa clientèle. Bah, avec plaisir. Alors Ophélie, est-ce que tu peux déjà te présenter? Qui es-tu? Où est-ce que tu exerces? Depuis combien de temps tu es avocate? Dis-nous un petit peu qui tu es. Alors, donc du coup, je suis Ophélie. J'exerce depuis décembre 2015 et j'ai cette particularité que, en fait, j'ai prêté serment au Luxembourg. Donc, je suis d'abord une avocate luxembourgeoise avant d'être une avocate parisienne. J'ai exercé au Luxembourg jusqu'en août 2019. Et en début 2020, je suis revenue à Paris et du coup, j'ai d'abord demandé mon équivalence comme avocat européen et ensuite, j'ai basculé sur la liste des vrais avocats parisiens. Et donc, du coup, j'ai les deux, l'affiliation aux deux barreaux, au barreau de Paris et au barreau de Luxembourg. Ok. Et du coup, quelle est ta pratique? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi, je fais du plaidoyer ou comme j'aime l'appeler, le positive lobbying. C'est-à-dire que donc c'est des affaires publiques, donc on suit ce qui se passe au niveau politique, on suit différents textes de loi qui évoluent, et du coup mon but c'est d'accompagner les structures, alors souvent de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, particulièrement celles qui sont axées sur l'aspect social, dans la possibilité d'avoir accès justement à ce suivi. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est toujours des grosses entreprises que je ne citerai pas qui ont accès au couloir, on va dire, des décideurs politiques. Et en fait, moi, je suis persuadée que les petits acteurs ont aussi un rôle à jouer. Et donc, j'essaie de les accompagner pour qu'ils puissent faire entendre leur voix pour changer la société. Super. Et alors, tu t'es installée il y a pas longtemps. Est-ce que tu peux revenir et à cette occasion, tu as rejoint la formation. Est-ce que tu peux, nous en dire un petit peu plus justement sur, dans quel état d'esprit tu étais au moment où tu as rejoint la formation? Qu'est-ce que tu en attendais? Et voilà, vraiment, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Ok. Alors en fait, moi au départ, quand je suis devenue avocate, je m'étais jamais dit que j'allais lancer mon cabinet. Enfin pour moi, j'allais rester collaboratrice, même senior jusqu'à la fin, avant éventuellement de me reconvertir vers autre chose. Euh, et l'année dernière, où j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur le métier d'avocat et où je me suis demandé est-ce que vraiment c'était ça que je voulais faire, est-ce que ce métier correspondait vraiment à ma personnalité. Donc je me suis quand même posé beaucoup de questions, ouais, dernier trimestre 2020. Forcément, la situation, j'allais dire, sanitaire ayant pas aidé sur le fait de se reposer des questions et un peu de tout remettre à plat. Et au début, je me suis dit, je vais partir, voilà, le métier d'avocat, c'est pas pour moi, je vais faire autre chose qui me correspond plus. Et en regardant déjà sur Internet, qu'est-ce qu'on faisait quand on avait été avocat et qu'est-ce qu'on pouvait faire après. Enfin, en gros, quelles étaient les passerelles plus simples qu'on pouvait avoir, parce que forcément, moi, je savais un peu ce qui me plaisait dans la vie, mais je me demandais, bon, qu'est-ce qui est un peu facile là tout de suite pour avoir de quoi manger, et puis ensuite on se posera les grandes questions peut-être un peu plus tard. C'est comme ça que j'ai découvert Fleur d'avocat, le podcast. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait ces avocats reconvertis que moi je trouvais super, qui étaient en fait la plus petite section du site. Et après, je me suis dit, ah mais en fait, ils sont beaucoup plus sur les avocats qui exercent et qui trouvent ça cool en fait. Donc du coup, je me suis dit déjà, bon bah si ce podcast existe, c'est qu'en réalité, il y a une vraie question. Donc déjà, moi, ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit, je ne suis pas seule. Euh, donc du coup, ça, c'était déjà assez chouette. Et dans ma réflexion de ces quelques mois du dernier trimestre de 2020, euh, disons qu'au début, c'était pas évident que, enfin, c'était même pas ça l'idée que j'allais monter un truc. Et en fait, ça avait une discussion avec le membre du Conseil de l'ordre, enfin plutôt l'ancien membre du Conseil de l'ordre avec laquelle j'avais rendez-vous pour pouvoir valider mon dossier pour être acceptée comme avocate parisienne bien comme il faut, qu'à un moment, on a eu un échange qui a été assez bref, mais dans la manière dont elle m'a parlé et dans ce qu'elle m'a dit, je sais pas pourquoi j'ai un peu l'illumination et je me suis dit, mais en fait, du coup, vu que je commence déjà à avoir un certain nombre d'idées assez précises de ce que j'aime faire, de là où je pense que je peux être utile,
euh, pourquoi pas s'installer. Alors panique à bord, parce que du coup moi je me suis dit tu vas t'installer, mais en fait t'as aucune idée de rien. Puis quand même on nous apprend quand même pas très très bien à gérer, j'allais dire, toute la partie marketing, développement et tout. Et je me suis dit, moi, je suis très, si j'entreprends un truc ou une nouvelle matière ou un truc, il me faut un bouquin, une formation, un truc. Enfin, voilà, on fait les trucs dans l'ordre. Et du coup, en regardant, parce que j'allais quand même de temps en temps sur le site de Fleur d'Avocat, je me suis dit, mais il y a une formation, donc c'est trop bien. En fait, genre, il y a la formation dont j'ai besoin. Donc, du coup, donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dedans. C'est là où, du coup, je t'ai demandé, est-ce que tu pouvais m'envoyer la plaquette? Et je me suis dit, bon, le prix a pas l'air délirant pour la période qui est couverte. En plus, c'est là où tu m'as dit qu'il y avait une possibilité d'être financé. Donc du coup, je me suis dit bah trop bien. Non seulement ça me paraît pas délirant comme prix, mais en plus il y a une possibilité d'être cofinancé. Donc j'avais encore ma rétrocession d'honoraires du cabinet dans lequel j'étais avant et je me suis dit bon bah c'est parti. En fait, on va essayer, on va voir. Et ça me rassurait beaucoup parce que je me suis dit tu pars pas voilà, tu pars pas toute seule, t'as des filets, du coup on va t'aider et du coup et j'avais un peu l'idée que une fois que j'allais faire cette formation, j'allais un peu tout savoir sur ce qu'il fallait savoir de comment on gère un cabinet et que du coup ça allait bien se passer. Et en fait assez irrationnellement, si on prend le truc avec un peu de recul, je me suis dit bah c'est bon, en fait j'ai une formation. Et même quand on me demandait mais du coup tu te lances toute seule et tout, j'étais ah mais oui mais j'ai une formation donc enfin ça va aller. Donc du coup voilà comment je suis arrivée, enfin l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et forcément au début j'avais un peu de d'appréhension sur comment ça allait se passer et tout. Et dès les premiers co-développements, enfin dès le premier, je me rappelle m'être dit non mais c'est super, je suis tombée au bon endroit. Elle comprend bien sur ce que j'essaie d'expliquer, même si mon projet il est un peu trop original et tout. Enfin, je suis au bon endroit. Et du coup, voilà, depuis, je n'ai eu que des éléments qui m'ont conforté dans cette confirmation que j'étais au bon endroit. Et alors justement, dis-moi, est-ce que sur ces confirmations et sur ce que tu t'es dit, je suis vraiment au bon endroit, toi, qu'est-ce que tu as vu comme changement dans le cadre de la formation? Enfin, tu vois, qu'est-ce que la formation t'a permis d'adopter comme changement, de voir comme évolution dans ton rapport à ton développement et dans ton développement d'ailleurs très concrètement? Bah déjà, je pense que assez rapidement, il y a comment dire, c'est assez stratégique en fait. Ça nous permet d'avoir en tête tout ce à quoi il va falloir penser. C'est-à-dire que je pense que j'avais quand même une bonne idée parce que dans les différents cabinets d'avocats, quand même, à un moment, tu vois comment ça marche de gérer un cabinet et tout. Mais une chose, c'est de le voir de l'extérieur et une chose, c'est de comprendre ce que tous les jours, ça va vouloir dire en fait. Et déjà, rien que de voir les différents thèmes, on va dire, enfin les différents blocs qu'il y avait dans la formation, ça m'a permis de me dire bon bah si du coup il y a ces thèmes-là, c'est que au moins ces éléments-là, c'est des trucs auxquels il va falloir que tu penses un peu constamment et que tu essaies constamment de développer. Et ensuite, quand je dis ça m'a aussi beaucoup aidé de manière stratégique, c'est que par exemple pour moi au début, comme pour beaucoup de gens et pour beaucoup de gens qui me parlent quand je leur dis que je me suis mise à mon compte, il y a un peu l'idée reçue que tu vas devoir prendre tout ce que tu trouves et que du coup tu vas dire aux gens ah bah envoie-moi en gros ce que t'as parce que enfin en gros j'ai besoin de travailler. Et le fait que ce soit enfin cette démarche un peu contre-intuitive du non, en fait, il faut vraiment que tu identifies qu'est-ce que vraiment tu aimerais faire le client idéal dans le meilleur des mondes. Enfin, en gros, si vraiment tu pouvais faire ce que tu voulais vraiment, tu ferais quoi? Au début, j'ai beaucoup souffert sur cette idée du client idéal et le fait enfin, d'orienter tout un peu là-dessus. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que, en fait, il n'y a pas d'autre moyen d'être capable enfin, de se positionner enfin, en expertise, ou plutôt il y a d'autres moyens, mais moi, j'ai pas franchement 15 ans pour essayer d'attendre que, au bout d'un moment, je sois perçue comme ça, en fait. Donc du coup, ça m'a vraiment aidé. Enfin, moi, je me rappelle les premières semaines, surtout à l'époque, le bloc client idéal, il était obligatoire. Enfin, on pouvait pas faire autre chose que de passer par là. Moi, je me connais, je serais pas passée par là si j'avais eu le choix. J'aurais été voir le networking parce que ça, je sais faire, ça va. Mais du coup, le fait d'avoir été obligée, je me suis posé des questions métaphysiques. Ça a été compliqué. Et en même temps, maintenant, quand je vois certaines réactions que ça peut susciter, soit dans le réseau, soit sur les réseaux sociaux, je me rends compte que vraiment, si on veut être identifié rapidement,
en fait, c'est vraiment un game changer, quoi. Donc ça a été vraiment important pour moi. Et puis aussi, le fait de pouvoir un peu parler de ses craintes, parce que surtout au début, je me disais, c'est pas possible, j'avance pas, ça va super lentement, j'arrive pas à tel ou tel truc, ou je galère sur tel ou tel autre, ou le fait que j'arrive à comprendre que faire de la compta, c'était normal et c'était du travail. Donc, du coup, c'était pas le samedi à 18h, c'était pas grave si je le faisais le lundi matin. Et tout ça, les périodes de co-développement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Enfin, j'étais vraiment contente de me dire, ah bah ça, je vais en parler en co-développement parce que là, je suis vraiment bloquée. Et du coup, le fait d'en parler, l'intelligence collective qu'il y a avec le fait qu'on discute avec les autres, moi, je trouve que vraiment, ça a été une plus-value incroyable dans ma manière de me structurer. Ouais. Et du coup, tu dis que globalement, tu vois, ah là là, je pleure, je sais pas pourquoi. Ce que tu dis, c'est trop beau, Ophélie. Non, j'ai les yeux qui piquent. Tu dis que globalement, tu t'es rendu compte que cette histoire de client idéal, ça te permettait de gagner du temps, que tu n'avais pas 15 ans pour faire ce que tu voulais faire par l'option je prends tout et je fais pas cet effort finalement de marketing ciblé. Du coup, qu'est-ce que tu as mis en place très concrètement comme action dans le cadre de la formation et quels résultats est-ce que tu as déjà pu voir émerger de ces actions que tu as mises en place? Bah, par exemple, il y a quelque chose qui me vient en tête, en t'écoutant parler, sur la communication sur LinkedIn, par exemple, Ouais. au départ, je savais même pas qu'il fallait utiliser ça de manière ultra stratégique et tout. Et puis, en fait, une fois qu'on comprend ça, on voit que, en vrai, tout le monde l'utilise de manière stratégique. Donc, maintenant, c'est assez drôle de voir comment chacun un peu organise son truc. Mais typiquement, le fait de réfléchir à qui je m'adresse, comment je m'adresse à cette cible-là et sur quel type de sujet, ça a du coup été très intéressant pour moi parce que, par exemple, dans les affaires publiques et le lobbying, moi j'ai une spécialité très forte européenne. Et en fait, j'aurais pu, dans ma communication, parler de un peu de tout en Europe, par exemple. J'ai de la matière pour parler d'un peu de tout. Mais le fait de parler spécifiquement du lobbying, pourquoi en fait ça peut être positif, pourquoi ça peut améliorer la démocratie, pourquoi du coup ça répond à certaines des problématiques qui sont celles des structures que j'identifie comme mes clients idéaux. J'ai déjà vu que il y a des gens sur LinkedIn qui m'ont dit que c'était super intéressant ce que je proposais et où du coup ils veulent comprendre un peu mieux cette partie affaires publiques, comment ça marche, ou alors le fait que je parle un peu du lobbying et comment c'est compatible avec la profession d'avocat. Du coup, qu'on me demande est-ce que on peut se rencontrer pour que j'explique comment en fait on peut faire ce genre d'activité quand on est avocat. Et en fait, très rapidement, je vois que je suis positionnée comme avocat lobbyiste spécialisé en affaires européennes quand même, qui est en fait, la manière dont je voudrais être perçue en fait. Et du coup, ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement. C'est les premières retombées. Pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait le client idéal qui est venu toquer à ma porte, toc toc, on a besoin de vous. Mais par exemple, dans mon réseau, j'ai aussi des gens qui m'ont dit ah mais en fait j'avais pas compris que c'était ça que tu faisais, du coup viens on en parle parce que je travaille avec telle structure qui pourrait peut-être être intéressée par le type de service que tu proposes. Et donc du coup progressivement je vois que ça se construit doucement mais sûrement, mais que ça se construit, j'allais dire, dans la bonne direction. C'est-à-dire, j'ai pas. La deuxième chose aussi, c'est que j'ai pas énormément de mon temps qui est du coup absorbé par des problématiques qui sont pas du tout celles que j'ai envie de traiter. Et que du coup, je me dis, en fait, j'ai pas le temps d'essayer de faire ce que j'ai envie de faire parce que je fais des contrats, je dis n'importe quoi, mais je relis des contrats toute la journée. Je peux en faire parce que de temps en temps, il faut quand même en faire. Mais je garde quand même du temps où je fais du développement, c'est-à-dire voilà, je cherche où est-ce que je pourrais trouver le type de client qui correspond à ma cible. Et c'est du coup un choix conscient que je fais plutôt que de prendre 1000 contrats pour me dire comme ça à la fin du mois j'ai X revenus. Je consacre une partie du temps au développement de cette clientèle particulièrement.
Ouais, et du coup, en fait, ça t'a créé des débuts de conversation avec des potentiels clients? Enfin, ça t'a des potentiels clients directs ou indirects, que ce soit, des personnes qui peuvent référer tes services ou des personnes qui disent: «Ah tiens, ça pourrait être pour moi». Et qu'est-ce qui, du coup, dans la formation a eu le plus d'impact pour toi? Parmi, tu vois, tout ce qu'on fait dans la formation, qu'est-ce qui a eu le plus d'impact? Tu veux dire en termes de thèmes qui sont abordés ou... De thèmes, tu vois, si tu penses: «Ah ben cette formation, il y a genre un truc qui pour toi a été un game changer», tu penses à quoi? Ah bah, sur la partie sur le client idéal. Enfin, vraiment, hein, enfin, Ouais, parce ouais, que vraiment ça a été ton impact, ouais. ouais, parce qu'en fait, on y passe aussi beaucoup de temps, c'est-à-dire même quand on voit, enfin, en termes de détails dans lesquels il faut aller, et je répète, c'est douloureux, hein, c'est vraiment pas cool au début, on se dit: «Mais c'est pas possible, en fait, je vais pas y arriver» ou «En fait, j'arrive pas à répondre à ces questions-là, donc j'ai pas envie vraiment de me les poser» ou et du coup, ce qui en découle, je sais que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée quand j'ai compris que ça, c'était lié au moment où on commençait enfin, à créer son offre, mais vraiment, j'allais dire, même en termes de prix, enfin, le concept de l'escalier, tout ça. Alors, j'allais dire, les gens qui font du marketing, ils vont dire, ah, mais tout le monde sait ça. Mais je pense que dans la profession d'avocat, personne ne sait ça. Enfin, moi, quand j'en ai parlé avec des amis qui sont dans la profession depuis quelques années, comment, du coup, j'avais construit l'offre et tout, ils m'ont dit, ah, mais c'est super organisé et tout, ton truc. Je dis, bah oui, mais parce qu'en fait, ça répond à des critères que des gens en marketing ont élaborés. Mais comme nous, en droit, on est quand même assez hermétique à ce genre de choses. Là, ça commence à changer, mais à la base, bon, bah, c'est un peu au doigt mouillé. Bon, si on fait un forfait, c'est environ tant, et puis du coup, c'est tout, quoi. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé, le fait de pouvoir vraiment avoir en tête, bah oui, mais si tu as un escalier, du coup, pour tel type de service, tu peux pas presser telle offre parce qu'en fait, le début de ton escalier, il est là, en fait. Et aussi, même dans la négociation par rapport au client, c'est-à-dire de comprendre que bah, si en fait, il est à telle marge de l'escalier, il y a un certain nombre de services et du coup, un certain nombre d'heures que tu vas pouvoir investir ou à quel point tu vas pouvoir te donner, qui est relativement limité si en fait il est à cette marche-là, parce que je pense qu'il y a aussi cette idée de, surtout quand on travaille pour des secteurs qui sont des assos ou ce genre de choses, bon bah on va y passer toute la semaine et on va être payé des clopinettes et c'est pas grave. Et en fait, bah, c'est quand même un peu grave parce que le fait d'être payé des clopinettes, enfin, ça veut dire on peut pas forcément payer les abonnements qui nous permettent de répondre aux questions du client. Et au bout d'un moment, en fait, ça devient un souci. Et le fait d'avoir tout ça en tête, je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé à me structurer. Ouais, et dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite? Ah, il faut y aller. Il faut y aller. Ah non, non, mais il y a pas de, voilà, il y a pas d'hésitation. Enfin, c'est vraiment, c'est 1 heure et demie de conseils quand on fait le co-développement. C'est 1 heure et demie de conseils, enfin, super intéressant. Même le fait d'écouter les autres parler de leurs problématiques qui parfois sont super loin des miennes. Mais je me dis, ah, mais ouais, mais en fait, par contre, c'est super loin, mais sur tel et tel élément, moi, il faut quand même que je note que X, Y, Z. Donc, du coup, ça, c'est quand même super. Et c'est 1 heure et demie de bonne humeur. Enfin, moi, je sais que le vendredi, c'est pas ma journée en général, mais le fait de commencer une semaine sur deux avec le co-développement, enfin, vraiment, je trouve ça pose, voilà, évapore un certain nombre de soucis et on se dit, ok, lundi, j'attaque, c'est reparti, quoi. Donc, du coup, ouais, non, pas d'hésitation, il faut foncer. Bah, merci beaucoup Ophélie pour ton témoignage. Bah, je t'en prie, avec plaisir.